Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 17 mai. L'inquiétude autour du gouffre de Goumois dans le Doubs. 8 spéléologues suisses sont bloqués depuis mercredi soir par une montée brutale des eaux. Le rapport qui accuse, les sénateurs s'en prennent à l'inertie des ministres dans leur gestion de la crise de la vache folle, au retard qu'ils ont pris, tout gouvernement confondu, à envisager les mesures qui s'imposaient. Le dépistage des cancers de la peau, une précaution élémentaire qui peut sauver bien des vies à la veille du retour de l'été. Jacques Chirac à La Réunion, une visite du président de la République aux allures de mise en jambe avant de prochaines échéances électorales. Cannes et le retour de Nanni Moretti sur la croisette avec un drame, la chambre du fils, déjà sacrée en Italie. Et puis notre invité du jeudi, nous recevrons ce soir Michèle Alliot-Marie, présidente du RPR. Autour du gouffre de Goumois, les sauveteurs se montrent pessimistes. Des pompes ont été installées pour essayer d'évacuer l'eau qui bloque vraisemblablement un groupe de 8 spéléologues suisses au fond du gouffre. Des étudiants de Zurich surpris mercredi soir par la brusque montée des eaux. Sur place, Christine Boss et Sylvain Gauthier. Ils sont 300 sauveteurs à se battre sans relâche contre l'eau. L'eau qui tombe du ciel depuis hier, sans arrêt. Celle qui ruisselle de la montagne et qui a envahi le gouffre de Goumois, prenant au piège 8 étudiants suisses. 10 pompes sont à présent en place, efficaces, elles aspirent plus de 1000 mètres cubes d'eau par heure, ce qui a permis à 45 plongeurs de s'engouffrer tout à l'heure dans le biais par roue, mais pour l'instant sans succès. Si on met la main devant son visage, le plongeur ne voit pas sa main. Donc il est évident que techniquement, la progression se fait dans des conditions normales, mais lente et difficile. J'ajoute que nous sommes aussi responsables des risques que nous ne pouvons pas prendre. Nous conservons, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, l'espoir. Un espoir qui s'amenuise au fur et à mesure du temps qui s'écoule. Cela fait plus de 24 heures que le groupe d'étudiants suisses qui réalisait là une expérience pédagogique est pris au piège de la rapide montée des eaux. On se tient les pouces, mais c'est clair que soit ils sont réfugiés dans un point haut de la grotte, soit ils ont eu moins de chance que ça. Mais tant qu'on n'a pas pris de contact, on ne peut rien dire, c'est ça. C'était un peu inconscient de partir par ce temps-là ? C'était un peu inconscient. Inconscience ou imprudence, les étudiants et leurs accompagnateurs avaient pourtant été mis en garde quelques heures auparavant par un restaurateur de la région. On leur a un peu déconseillé vu le temps qu'il faisait, c'était la pluie, les orages. Tout au long de l'après-midi, les familles se sont rendues sur les lieux, encadrées par une cellule d'aide psychologique du SAMU. Certaines ont préféré quitter les lieux, avec l'espoir au cœur. Alors Patrick Fondiot, vous êtes sur place. A-t-on pu établir un contact avec ces 8 jeunes spéléologues ? Non, toujours pas Benoît, les sauveteurs n'ont pas pu établir de contact. En fait, les plongeurs ne sont pas descendus suffisamment loin pour pouvoir détecter toute présence humaine ou tout simplement entendre du bruit, ce qui fait qu'ils cherchent toujours avec des appareils de sonar pour essayer de les localiser. Depuis la fin de l'après-midi, ils y vont à la dynamite pour se forcer le passage, mais le niveau de l'eau et surtout la violence des courants ralentit toujours leur progression, de telle manière que personne ici ne sait combien de temps les opérations vont durer. Et même si l'optimisme est de rigueur, les autorités savent que plus les heures passent, plus la situation devient critique et moins il y a des chances de retrouver ces étudiants vivants. Juste une dernière information pour terminer, le procureur de la République est sur place depuis la fin de l'après-midi. La justice se tient prête à ouvrir éventuellement une information judiciaire dans le cas où cette expédition se terminait, hélas, par un drame. Merci Patrick. 1500 à 2000 salariés de Marks & Spencer se sont retrouvés aujourd'hui à Londres pour une manifestation européenne. Ils voulaient protester contre les projets de restructuration du groupe qui doit conduire d'ici la fin de l'année à la fermeture de 38 magasins en Europe, dont 18 en France, et au licenciement de 1700 personnes dans l'Hexagone. Un demi-succès pour cette manifestation qui n'avait pas, semble-t-il, beaucoup mobilisé les Anglais. Peggy Leroy et Alain Locaccio étaient à Londres. Le siège de Marks & Spencer était préparé au débordement, mais en face, la plupart de ces vendeurs de produits anglais découvraient pour la première fois Londres et les slogans militants. Je suis venue vraiment avec plaisir pour soutenir toute la France et mes collègues de Villiers-en-Bière. C'est votre première manifestation ? Oui, à 61 ans, j'aurais jamais cru que j'aurais pu faire ça.
Objectif, se faire entendre de Luc Van de Velde. Mais derrière ses fenêtres, le PDG de Marks & Spencer garde sa position. Pour sauver les magasins anglais, il faut sacrifier le reste de l'Europe. Moi, je reste très confiant que nous allons arriver à restaurer cette performance commerciale et financière de l'entreprise. Et il aura fallu un peu plus de temps que ce que je crois on aurait attendu au départ. Performance commerciale, financière, un langage que ni les Belges, ni les Espagnols, ni les Français n'avaient envie de comprendre aujourd'hui. Même chose pour les quelques personnalités qui ont fait le déplacement. Que dans la City de Londres, première place financière en Europe, aujourd'hui il y ait comme première place la résistance sociale à ces plans abusifs de licenciement massif, à ce plan libéral, me semble tout à fait positif. Sous le regard des vitrines chics du centre de Londres, les salariés ont simplement essayé de sauver leurs emplois sans l'aide de leurs collègues anglais. Dans la manifestation, il y avait presque la musique qui était britannique. La manifestation s'est déroulée pendant 1h30 sous une pluie battante. En début d'après-midi, Luc Van de Velde nous a déclaré qu'il souhaitait rencontrer des salariés, mais aucune délégation n'a été reçue au siège aujourd'hui. Et une autre manifestation a rassemblé une centaine de personnes devant le magasin Marks & Spencer du boulevard Haussmann à Paris. Et puis une délégation de salariés a été reçue à Strasbourg par la présidente du Parlement européen. Le rapport que publient aujourd'hui les sénateurs est pour le moins sévère. Ils ont enquêté sur les conditions dans lesquelles les différents gouvernements français depuis 1988 ont fait face à la crise de la vache folle. Et leurs conclusions sont très sévères. Ils mettent en cause aussi bien l'immobilisme de l'administration que l'inertie des différents ministres, paralysés semble-t-il par les enjeux économiques entraînés parfois leurs décisions. Reportage de Loïc Delamornay et Christophe Nédart. On peut sans doute Ce jour-là, le directeur de la répression des fraudes est sur le grill face aux sénateurs. Que cette coordination était sans doute insuffisante et qu'il n'y avait pas une conscience suffisante de la gravité du problème. Écoutez, il y a eu des notes de service communes. Vous pouvez nous les communiquer ? Des auditions comme celle-ci, il y en a eu 60. Après 6 mois d'investigation, la commission d'enquête du Sénat a trouvé au moins 2 raisons à la propagation de l'ESB. D'abord, un manque flagrant de coopération entre les services de l'État. Ensuite, une constante sous-estimation du risque par les gouvernements successifs. 1988. À cette époque, la France achète massivement les farines contaminées, 30% moins chères, qui sont déjà interdites sur le sol anglais. Le gouvernement français mettra 13 mois pour en arrêter l'importation. Henri Nallet est alors ministre de l'Agriculture. Il estime avoir tout fait à temps et au passage doute de l'intérêt du rapport des sénateurs. Je ne suis pas sûr, je n'ai pas encore pris connaissance de ce rapport, qu'il y ait dans le rapport du Sénat des éléments totalement nouveaux. Je pense aussi qu'il faut prendre ce document avec certaines précautions. 1990. Les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux sur l'origine et les ravages potentiels de l'ESB. Jusqu'ici, ce n'est qu'une simple crise agricole et vétérinaire. Cela tombe bien, aucun embargo ni mesure restrictive ne doit alors gêner la construction de l'union économique en Europe. On a voulu, là encore, essayer de nous minimiser les choses et de montrer que finalement, on ne pouvait pas prendre de décision à l'époque, en 90, parce que le droit européen ne le permettait pas. Depuis, on l'a vérifié, il était tout à fait possible de le faire, mais là, manifestement, on a voulu minimiser l'événement. Pour toutes ces raisons, les ministres de l'Agriculture qui se succèdent en France, de droite comme de gauche, n'ont pas brillé par leur perspicacité. Les administrations de Louis Mermaz, Jean-Pierre Soisson, Jean Puech et Philippe Vasseur sont épinglées par le rapport. Le ministère de l'Agriculture et de la Pêche a cherché constamment à empêcher ou à retarder l'édiction de mesures de précaution. 1996, la transmission de l'ESB à l'homme est prouvée. La France prend conscience de son retard, mais il lui faudra attendre 4 ans pour prononcer l'interdiction totale des farines animales à l'appel de Jacques Chirac. Jean Glavany est accusé par le rapport d'avoir trop tergiversé. On est peut-être probablement dans une logique plus partisane, voire politicienne. Il aura fallu bien du temps pour réagir. Selon le rapport, 300 Français seraient susceptibles de contracter la maladie dans les 60 ans à venir. Luc Guyot s'en est allé officiellement de la présidence de la FNSEA. L'éleveur laitier vendéen est remplacé par un autre éleveur laitier lui aussi, mais de Bretagne cette fois-là, Jean-Michel Lemétayer. Il se fixe comme priorité de restaurer la confiance avec les consommateurs.
À Saint-Omer, le procès de Marcus Warnecke, l'agresseur supposé du gendarme Nivelle, s'est poursuivi aujourd'hui avec l'audition du jeune Mathieu, un garçon de 12 ans qui a assisté à toute la scène. Dominique Verdeillan et Marie de Vincent. La preuve par l'image. L'avocat de Marcus Warnecke se base sur plusieurs photos prises à quelques mètres du lieu de l'agression. Premier cliché, le photographe est derrière les hooligans en train de courir. Deuxième photo, plusieurs hooligans s'en prennent à Daniel Nivelle, projeté sur le trottoir. Autre cliché, Daniel Nivelle est à terre. C'est à partir des photos suivantes qu'ont été identifiés les 4 agresseurs qui ont été jugés en Allemagne en 1999, mais Marcus Warnecke n'apparaît à aucun moment sur les photos. Vous avez des agresseurs qui sont extrêmement nets, qui sont en train de donner des coups de pied, qui sont en train de frapper avec un instrument en métal, et Marcus Warnecke ne figure pas sur ces photos. Les photos d'un côté, les mots de l'autre, ceux d'un enfant de 12 ans qui, visiblement impressionné, se dirige vers la barre des témoins. Avant le 21 juin 1998, Mathieu était un mordu de football. Aujourd'hui, il veut être gendarme. Ses parents le disent sujet à de nombreux cauchemars. Warnecke dit l'enfant a frappé à coups de pied et à coups de poing le gendarme Daniel Nivelle. Avec des mots d'adulte, Mathieu ajoute « Son visage est marqué dans ma mémoire ». Quelques minutes avant le drame, Mathieu avait joué au ballon avec les gendarmes en faction. Il y a un petit enfant qui vient raconter ce qu'il a vu, et ce qu'il a vu n'est vraiment pas beau. En plus, il avait joué avec mon mari. Donc en plus, quelques heures après, c'est mon mari qui est fortement blessé, qui l'a vu et il a joué avec lui le matin. Donc je pense que ça l'a encore plus choqué. Alors qui croire? Sur quoi baser son intime conviction? Des photos ou des mots? Ce soir, Daniel Nivelle a renoncé à s'exprimer à la barre, laissant sa femme être sa voix, parce que les mots n'existent plus pour lui. La grogne des officiers de police judiciaire. Toute la semaine, ils manifestent contre le surcroît de travail que provoque, selon eux, la mise en place de la nouvelle loi sur la présomption d'innocence. Aujourd'hui, ils étaient plusieurs centaines devant les préfectures de Créteil et de Paris pour remettre une pétition au préfet. Le ras-le-bol des pères divorcés, de plus en plus souvent lorsque la séparation se passe mal, ils ont affaire à de fausses accusations d'abus sexuels sur leurs enfants. Des accusations proférées par leurs anciennes épouses, avec quelquefois la complicité des avocats. Aujourd'hui, la chancellerie s'est saisie du problème. Reportage de Anne Guéry et de Martin Calidi. C'est comme si une épidémie s'était abattue sur Pontoise. Les uns après les autres, ces pères ont été accusés d'abus sexuels sur leurs enfants au moment de la procédure de divorce. Au total, une quinzaine d'hommes mis en cause en 3 ou 4 ans à Pontoise. Lorsque nous avions rencontré ces pères il y a 3 ans, la plupart avaient déjà été innocentés, les autres étaient sur le point de l'être. Tous voulaient alerter les juges et les avocats sur la multiplication des fausses accusations d'abus sexuels. Il faut lever un certain nombre de tabous pour dire que malheureusement une mère est capable de faire ça. Parce que je crois que dans l'inconscient collectif, chacun se dit qu'une mère n'est pas capable de faire ça. Généralement, non, mais quelquefois, oui. Définitivement blanchis par la justice, ces pères ont tous obtenu des droits de visite. Mais malgré tout, la plupart d'entre eux ont perdu leurs enfants. C'est lié à la durée des procédures, c'est lié à ces 5, 6, 7 ans de procédures qui font que lorsqu'on perd de vue un enfant jeune, un enfant de 3 ans, 4 ans, c'était le cas pour la plupart d'entre nous, et qu'on est en mesure de le retrouver 6 ans ou 7 ans après, bien souvent, l'enfant ne veut plus retourner chez son père. Le collectif des pères de Pontoise a été entendu par la chancellerie. Elle vient de créer un groupe de travail chargé de réfléchir au problème, comment détecter les fausses accusations d'abus sexuels sans passer à côté des vrais. L'Agence nationale de recherche contre le sida cherche des volontaires pour participer à des essais visant à mettre au point un vaccin contre le sida. Le vaccin, bien sûr, n'existe pas encore, mais l'agence a besoin d'une centaine de personnes séronégatives âgées de 21 à 55 ans. Benoît Thévenet et Philippe Jasselin. Régis, médecin, s'est lancé très tôt dans la recherche contre le sida, mais à sa façon. Il est volontaire pour participer à des essais de vaccins. Une décision prise en 1994. J'étais à l'époque encore, pas sous le deuil, mais encore triste de la mort d'un de mes professeurs de physique du lycée qui était décédé quelques mois auparavant du sida. Régis a depuis participé à 3 essais de vaccins sur la douzaine déjà réalisés en France depuis 1992. Tous sont des essais dits de phase 1. Il s'agit d'injecter à des volontaires des fragments de virus fabriqués en laboratoire.
inoffensifs, ces virus de synthèse imitent le VIH. Ces candidats vaccins, on attend d'eux qu'ils induisent l'apparition de cellules spécifiques dans l'organisme, des cellules qui seraient susceptibles de reconnaître le virus du sida et de lutter contre le virus du sida. Mais en aucun cas, il ne s'agit pour l'instant d'essais d'efficacité. Donc l'objet de ces essais n'est pas du tout de voir si un tel candidat vaccin pourrait protéger quelqu'un contre l'infection. Une fois que les essais auront permis de démontrer l'innocuité des préparations vaccinales, les chercheurs pourront passer au test d'un véritable vaccin contre le sida. Mais ce ne sera pas avant plusieurs années. Et pour y arriver, les chercheurs ont besoin de nouveaux volontaires. Pour cela, il faut être séronégatif, avoir entre 21 et 55 ans, être en bonne santé et ne pas attendre d'enfants. Pour un volontaire, la seule contrainte est de se rendre régulièrement à Paris. Les effets secondaires sont rares et bénins. Personnellement, j'ai eu un seul effet secondaire, c'est un peu de fièvre et des douleurs lors de la première injection, il y a 6 ans, et depuis, je n'ai absolument aucun souci concernant la participation aux essais. Le vaccin est le seul espoir de venir à bout de la maladie. On estime que 150 000 personnes sont infectées par le VIH en France, 40 millions le sont à travers le monde. Et si vous voulez vous porter volontaire, un numéro vert, le 0800 156 156, 0800 156 deux fois. À l'approche de l'été et du retour tant attendu du soleil, les dermatologues organisaient aujourd'hui la 4e journée nationale du dépistage du cancer de la peau. Des consultations gratuites dans les centres de soins ont permis l'an dernier de dépister 200 cancers et donc de les traiter plus tôt. Anne Mourgue et Fabrice Dujardin étaient à Lille. Dans votre famille, est-ce que tout le monde a beaucoup de grains de beauté? Valérie est plutôt inquiète. C'est la première fois qu'elle rencontre un dermatologue. Blonde, à la peau claire, elle voit régulièrement apparaître de nouveaux grains de beauté. Sans doute trop de soleil pendant trop d'années, sans protection suffisante. Je mets une crème, mais il est vrai que je ne regarde pas forcément l'heure à laquelle je la mets et je ne suis pas forcément très régulière dans son application, c'est un petit peu quand j'y pense, et puis tout d'un coup je sens que ça chauffe, ah ben oui, je n'ai pas mis de crème depuis longtemps, donc j'en remets. Elle le sait, le soleil peut tuer. Chaque année, on dépiste 6 000 nouveaux cancers du grain de beauté. Première victime, les femmes. Comme Valérie, beaucoup habitent là où le soleil se fait désirer. Dans le Nord, on est sevré toute l'année. Le mois d'avril a été épouvantable. Un week-end au mois de mai où il fait beau, où tout le monde va sur la plage, va en terrasse, etc. Et le lundi, mardi, eh bien, les dermatologues voient arriver des brûlés. Voilà un grain de beauté normal. Celui-là est cancéreux. Il change de couleur, de forme, il peut saigner, voire s'étendre. Au moindre doute, les médecins recommandent de consulter. C'est un risque tout à fait vital, c'est-à-dire que c'est un cancer, comme tous les cancers, qui peut envoyer des métastases à droite et à gauche. Donc c'est un risque vital, réellement. Pour ne pas en arriver là, crème solaire, chapeau, surveillance régulière sont fortement recommandés, même chez les tout-petits. Tous les spécialistes sont d'accord, trop de soleil aujourd'hui, c'est risquer de développer un cancer dans 20 ans. Jacques Chirac a donc pris son premier bain de foule ce matin à Saint-Denis-de-la-Réunion. 2000 personnes l'attendaient dans cette ville conquise par la droite aux dernières municipales. Un voyage du président de la République en forme de tournée préélectorale. Sur place, nos envoyés spéciaux Véronique Saint-Olive et Didier Rancoeur. À La Réunion, tout le monde aime danser. Pourtant ici, les problèmes se démultiplient. Le chômage grimpe, 40% de la population a moins de 20 ans. L'enseignement, les infrastructures, le tourisme, il faudrait tout relancer. En mars dernier, la gauche s'est fait balayer pour avoir prôné la création d'un deuxième département. Jacques Chirac l'approuvait lui aussi, mais les Réunionnais n'en voulaient pas. Aujourd'hui, 4 mois après la venue de Lionel Jospin, Jacques Chirac espère bien tirer parti de cette nouvelle donne politique. À un an d'élection présidentielle, l'outre-mer c'est plus d'1 million de voix, un enjeu capital. Alors Jacques Chirac repart à la conquête de ceux qui lui avaient préféré Lionel Jospin en 95, même s'il ne peut pas répondre à toutes ses demandes. Alors, si je commence, j'en ai pour 2 heures. Oui, c'est vrai. Au total. Aider la Réunion à rattraper son retard, les projets de Jacques Chirac et de Lionel Jospin ne sont pas très différents. C'est à qui sera le plus crédible. C'est intéressant de voir que nous sommes des Français à part entière, quand ça les arrange, ou alors entièrement à part. Le poids de l'insularité, en période électorale, nous existons. Ici, l'attente est d'autant plus forte que les élections se rapprochent. Mais le président de la République espère faire la différence avec le Premier ministre par le biais de l'Europe, en obtenant au niveau des chefs d'État les sommes nécessaires pour un nouveau développement de l'outre-mer.
Car Jacques Chirac arrive dans une île à la situation économique difficile. Dans le quartier du Chaudron, par exemple, à Saint-Denis de la Réunion, le taux de chômage atteint 60% chez les jeunes. Une cinquantaine d'entre eux ont donc décidé de s'en sortir en créant leur propre entreprise d'insertion. Reportage de Jean-Bernard Schmitt et de Nathalie Gallet. Les routes de la Réunion, Auguste connaît. Il connaît même très bien. Il faut dire qu'il en avale des kilomètres au volant de sa petite voiture blanche. Sillonner l'île, c'est une partie de son travail. Ce jour-là, rendez-vous important. Auguste est commercial. Il vient démarcher une entreprise de confiserie et tient à être à la hauteur. Sa présence ici, il la doit à une association d'insertion qui lui a donné sa chance. C'est vrai que dans un premier temps, j'appréhendais un petit peu. Nous venons des quartiers difficiles, n'ayant pas des gros niveaux scolaires, et bafouillant un petit peu dans mes propos, c'est vrai que c'était pas vraiment pour vraiment donner confiance au départ. Avoir confiance en soi et s'en sortir, pas facile quand on est né ici. Le Chaudron, un des quartiers les plus durs de Saint-Denis de la Réunion. Bien loin de la carte postale, des immeubles dignes de toutes les cités de banlieue, 60% de chômage chez des jeunes qui s'ennuient et attendent les allocations. CES, il gagne un CES, mais il faut batailler. Il faut batailler pour gagner un CES. Ça roule demain, mais ils trouvent pas. Ils trouvent pas. Tout le temps, ça va là, mairie, mais ça. Va dire, monsieur, on va vous contacter, laissez vos coordonnées là, jamais contacté. Contrairement aux autres, Auguste, lui, n'a pas baissé les bras. À 30 ans, il ne vit plus du RMI ou du chômage. Sa chance, c'est ici qu'il l'a trouvée. Originaire lui aussi du Chaudron, Gérard Rangama a décidé de refuser la fatalité, de pousser les jeunes du quartier dans le monde du travail. Nous essayons au maximum de les mettre devant des difficultés qu'il faudra régler, bien entendu, au fur et à mesure qu'on va découvrir les problèmes, mais avec nous. Résultat, en 10 ans, 50 jeunes comme Auguste ont trouvé un emploi. 50, une goutte d'eau peut-être. De quoi aussi éclaircir l'horizon. La justice va enquêter sur les écrits du général Ossarès, sur la torture pendant la guerre d'Algérie, sur ses écrits mais pas sur ses crimes, jugés prescrits par le parquet. Une enquête préliminaire a été ouverte pour apologie de crimes de guerre à la suite d'une plainte de la Ligue des droits de l'homme. L'étranger maintenant, avec d'abord l'Angleterre. À quelques semaines des élections générales, Tony Blair a eu beau présenter son programme pour le pays dans les 10 ans qui viennent. Son message a été pour le moins perturbé par les frasques du numéro 2 de son gouvernement, John Prescott, réputé pour son caractère irascible. Laurent Boussier à Londres. C'est peut-être ça que les Anglais appellent la politique de la main tendue. Une main, ou plutôt un direct du gauche, décroché par John Prescott, le vice-premier ministre britannique, à un manifestant lanceur d'œufs. Même scène, mais vue par une autre caméra, et aléa d'une campagne électorale où les contacts avec la population sont parfois un peu rugueux. L'altercation, brève mais musclée, s'étale évidemment depuis à la une de tous les quotidiens, et Tony Blair a dû prendre la défense de son vice-premier ministre. Je connais John depuis longtemps et nous travaillons ensemble depuis 7 ans. Et j'apprécie sa grande force. Et je ne parle pas seulement de son point gauche. Tony Blair, qui hier après-midi, pendant la visite d'un hôpital, a été lui-même pris à partie par une femme en colère critiquant le bilan de son gouvernement en matière de santé. Non, vous ne regrettez rien, sinon vous feriez quelque chose. Stoïque, le Premier ministre a laissé passer l'orage. Ce matin, John Prescott s'est fait photographier avec un bébé et le fermier lanceur d'œufs est devenu un héros dans son village. Tous ces épisodes ont mis un peu de couleur, un peu de piment dans une campagne électorale qui jusqu'à présent était assez classique, voire terne. Mais pour l'instant, ces confrontations n'ont pas modifié les intentions de vote des Anglais qui, selon les sondages parus ce matin, accorderaient toujours une très large majorité au New Labour, le parti de Tony Blair. Aux États-Unis, George W. Bush doit faire face à une pénurie d'énergie sans précédent. Le prix de l'essence a fortement augmenté ces dernières semaines, sans parler des déboires de la Californie privée régulièrement d'électricité. Le président américain, que l'on présente souvent comme proche du lobby des pétroliers et de la grande industrie, n'a pas fait dans la demi-mesure, mais son programme risque de ne pas plaire aux écologistes. Correspondance d'Étienne Lénard. Ainsi donc, les esprits s'échauffent face à ce que plus personne n'hésite à appeler aux États-Unis la crise de l'énergie. Les défenseurs de l'environnement déposent des valises de charbon devant les maisons de leurs gouvernants et ils accusent George Bush d'avoir vendu son âme à l'industrie du pétrole.
Le fait est que le président américain enregistre une soudaine baisse de sa popularité et que l'énergie est désormais la première préoccupation de ses électeurs. En Californie, les carrefours sont régulièrement privés de feux rouges, les magasins d'électricité et avec l'été qui arrive, la crise menace de s'étendre à tout le pays. Outre la privatisation du marché qui a été une catastrophe, le problème de base c'est que les États-Unis ne produisent pas assez d'énergie. Pour y remédier, George Bush va redonner sa chance au nucléaire, faire construire de nouvelles centrales, mais aussi pour contrer l'augmentation des produits pétroliers. Le prix de l'essence a fait un bond de 40% ces derniers mois. Il va relancer l'exploration et les forages. Et sur ce terrain, disait-il encore ce matin, il ne faut pas opposer la protection de l'environnement et la production d'énergie. Mais en annonçant que l'on va forer jusque dans des zones protégées comme l'Alaska où le sous-sol regorgerait de pétrole, George Bush s'est tout de suite mis à dos les défenseurs d'une flore et d'une faune unique au monde. Pendant ce temps-là, on part au plus pressé. À New York, par exemple, 11 mini-centrales électriques sont en construction car la plus grande métropole du plus puissant pays du monde risque elle aussi cet été de manquer de courant. En Sibérie, plus de 20 000 personnes ont déjà dû être évacuées pour faire face à des inondations sans précédent. Un barrage de glace s'est formé sur la rivière Lena, provoquant une très forte montée des eaux. Les autorités russes ont tout d'abord tenté de le faire sauter à coups d'explosifs, mais ça n'a pas suffi. Un bouchon de 40 à 70 km de long s'est aussitôt reformé en aval de la rivière. Et depuis ce matin, ce sont des bombardiers russes Sukhoi qui lancent des bombes de 150 à 200 kg chacune, mais pour l'instant sans résultat. En France, un nouveau dégazage au sauvage au large de Marseille. Les plages de Saucé-les-Pins et de Carry-le-Rouet ont été polluées sur plusieurs centaines de mètres, pendant que la gendarmerie effectuait des prélèvements pour tenter d'identifier le bateau à l'origine du dégazage. Les travaux de nettoyage ont déjà commencé. Cannes maintenant, avec d'abord la polémique autour du film de Cédric Kahn sur Roberto Succo, l'histoire de ce psychopathe qui a tué 5 personnes en France, dont 2 policiers en 1988. Lors de sa présentation à Cannes lundi, des policiers du syndicat Alliance avaient déjà manifesté. Cette fois, c'est la région de Chambéry qui préfère suspendre l'exploitation du film. C'est en effet dans le département de la Savoie que réside la famille d'un des policiers tués par Roberto Succo. Vincent Fourcade et Olivier Jacquelin. Dans les rues d'Aix-les-Bains comme dans toute la Savoie, la plupart de ces affiches ont disparu et pour cause. Roberto Succo, le long métrage de Cédric Kahn, ne sera pas diffusé. Car en 1987, la route du tueur italien passe par la Savoie où il tue un policier, père de 2 enfants. 15 ans plus tard, les blessures ne sont pas encore refermées. La veuve est encore venue nous voir en nous parlant de son désarroi, de son problème énorme. C'est pour ça que nous avons retardé momentanément le film. Mais plus que le contenu du film, c'est son affiche et surtout son titre qui ont provoqué l'indignation tant des élus que des policiers savoyards. Michel est le premier à avoir réagi. Loin de vouloir jouer les censeurs, il pense simplement aux familles de victimes, évoque le respect de la dignité humaine. Il refuse donc de voir s'étaler en grandes lettres le nom de l'assassin de son ancien collègue. Que peut-on penser de cette veuve, de ces veuves, de ces enfants, de voir sur des affiches de 2 mètres par 3 panneaux publicitaires le nom du tueur de leur père. Il y a quelque chose qui interpelle. Comme Michel, nombreux sont les policiers savoyards qui ne comprennent pas que Roberto Succo soit ainsi projeté sur le devant de la scène. Car pour eux, le tueur italien n'a rien d'un héros de cinéma. Pour moi, c'est un homme qui a enlevé la vie à plusieurs personnes. Et dans mon fort intérieur, je suis assez révolté, quoi. En Savoie, ce n'est pas la première fois que Succo provoque de telles réactions. Il y a 10 ans, c'est une pièce de théâtre inspirée de sa vie qui avait été déprogrammée. Plus bas sur la croisette, l'événement de la journée, c'était le retour du réalisateur italien Nanni Moretti. Cette fois, il revient avec un film grave, La chambre du fils, l'apprentissage du deuil dans une famille frappée par la mort d'un enfant. Un film déjà récompensé en Italie. Marie-Jo Jouan et Jean-Louis Melin. À travers l'histoire d'une famille unie brisée par la mort accidentelle d'un fils, Nanni Moretti aborde le thème universel du deuil d'un enfant. Délaissant l'autobiographique et la comédie, l'auteur, réalisateur, acteur, producteur italien change de registre et retrouve Laura Morante, son actrice de Bianca en 1984. Nanni a fait rire, mais il a fait toujours rire sur une matière très douloureuse. Il y avait toujours la douleur qui était quelque part.
Et parfois, c'était une douleur qu'il affrontait par le rire, parfois c'était une douleur qu'il affrontait comme ça, d'une manière plus droite, disons, mais la douleur a toujours été là. Andrà da un'altra analista, lascerà perdere. Non ce l'ho fatta, ho fallito. Quanto manca alla fine? Un minuto. Tra un minuto sarà tutto finito. Adesso mi sento meglio. Allora... Ci vediamo martedì. Interpréter un père, mais aussi psychanalyste, peut-être pour mieux comprendre. Interessava vedere che cosa... Je voulais savoir ce qui pouvait arriver à un psychanalyste qui, de par son travail, est confronté et doit gérer la douleur des autres. Je voulais savoir ce qui pouvait arriver lorsqu'il se retrouve tout à coup face à une douleur aussi terrible, aussi irrémédiable. Irrimediabile, ecco. 3 o 4 scene le so a memoria perché colpiscono molto, pare. E poi il finale mi hanno raccontato purtroppo. E poi sono 10 minuti che parlo da solo perché nessuno mi sta a sentire, capisci? Grave, bouleversant, La Chambre du Fils est déjà un triomphe en Italie, critique et public confondus. Ici, à Cannes, on entend déjà comme un bruissement de palmes. Moins grave, Paolo Conte en concert au Grand Rex à Paris, c'est le chouchou des Français. Il sort au même moment un DVD, Razzmatazz, qui mêle la musique de Paolo Conte à sa peinture. Marie-Hélène Bonneau et Jean-Marc Sursin. Paolo Conte, les Français l'ont adopté depuis longtemps. Il leur a vendu plus d'1 million d'albums. À Paris, où il chante régulièrement depuis de nombreuses années, il se sent comme chez lui. Paris qu'il qualifie de ville idéale. C'est là qu'il situe l'histoire de Razzmatazz. C'est le titre de son DVD où l'on découvre un autre Paolo Conte, peintre et dessinateur. J'ai tout écrit, l'histoire, les dialogues, la narration, le scénario, les musiques, les textes et avec les 2000 dessins et illustrations, je raconte l'histoire. L'histoire est celle des premiers contacts entre la vieille Europe des années 20 et la nouvelle musique noire américaine. Une sorte de comédie musicale en bande dessinée. Disons que le vice de la peinture, c'est encore, dans ma vie, encore plus vieux que le vice de la musique. C'est quoi le plus important pour vous ? Je pense en musique. Paolo Conte le dit lui-même, la France l'a toujours traité avec tendresse, sensibilité et douceur. Il le vérifie à chacune de ses rencontres avec le public. Je l'ai découvert à l'Olympia, j'avais été fascinée par son orchestre, entre autres. Et le grand souvenir que j'en ai, c'est que les gens, en sortant dans la rue, chantaient tous ses chansons. À 63 ans, Paolo Conte poursuit sa route, tranquillement, en dehors des modes, et ses refrains continueront longtemps à nous trotter dans la tête. Michel Alliot-Marie, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors cet après-midi à l'Assemblée, à propos du débat sur la Corse, Daniel Vaillant a promis d'accorder de nouveaux transferts de compétences aux régions. Autrement dit, ça veut dire que certaines dispositions du projet de loi sur la Corse, pas forcément les plus problématiques d'ailleurs, seront appliquées aussi aux régions. C'est un petit peu ce que vous réclamiez, cette décentralisation. Absolument. Nous pensons qu'il faut aussi évoluer avec son temps et que la décentralisation est devenue une nécessité pour notre pays. Une nécessité d'autant plus grande que nous constatons depuis 3 ou 4 ans une recentralisation des pouvoirs des collectivités territoriales vers l'État. Alors ça se passe soit par le biais fiscal, on supprime certaines recettes fiscales des collectivités territoriales, soit par la réglementation. Vous avez de plus en plus de réglementations qui viennent limiter le pouvoir des maires, le pouvoir des présidents de conseils généraux, de conseils régionaux. Est-ce qu'il n'est pas un peu en train de vous couper l'herbe sous le pied alors, Monsieur Vaillant, en faisant ça? Non, je crois que Monsieur Vaillant est en train de constater ce que nous lui disons depuis le début. C'est-à-dire que ce dont on a besoin en France, c'est d'une vraie décentralisation. Nous avons d'ailleurs fait des propositions importantes en la matière, en disant notamment que nous pensons que des problèmes de sécurité
comme ils se posent en Corse en particulier, peuvent être mieux réglés si les pouvoirs locaux sont davantage associés à la sécurité. Vous parlez de la Corse. Qu'est-ce qui vous déplaît au fond dans ce projet, qui a quand même été beaucoup amélioré, beaucoup négocié, qui a reçu le soutien et l'appui de pas mal de personnes, y compris des gens de votre camp? Qu'est-ce que vous reprochez à ce projet maintenant? Si vous voulez, nous avons abordé ce sujet avec beaucoup d'humilité. Et je crois que beaucoup de précautions, parce qu'il faut bien le constater, nous avons tous les gouvernements successifs, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont échoué jusqu'à présent à trouver une solution au problème corse. Et là, vous pensez que M. Jospin est peut-être en train de réussir, là où certaines négociations plus discrètes que vous faisiez à une époque ne marchaient pas bien? Non, mais je crois qu'il ne doit pas y avoir de négociation discrète, ça ne se fait pas. Simplement, est-ce que la question qui est à se poser aujourd'hui, c'est de savoir si un nouveau statut va régler le problème de la violence et va empêcher la revendication d'indépendance qui est rejetée par plus de 80% des Corses, mais qui est demandée par une petite partie de la population avec laquelle Lionel Jospin a choisi de négocier directement. Pas seulement, il y a tous les élus de l'île, hein, mais ça c'est votre crainte à terme. Mais dans l'immédiat, les Corses ont l'air plutôt assez satisfaits de voir ce projet se profiler? Non, ce que nous constatons, c'est qu'il y a déjà eu, nous en sommes au 3e statut particulier. Il y a eu un statut de fer, il y a eu un statut JOX, et nous avons constaté qu'ils n'ont conduit à rien. Car le problème de la violence et le problème de l'indépendance ne relèvent pas d'un statut, mais ils relèvent d'abord d'un développement de la Corse. Et nous disons, c'est d'ailleurs une partie du texte que nous approuvons, qu'il faut développer, aider au développement économique de la Corse pour que les Corses et la Corse se sentent mieux dans leur environnement national, méditerranéen et européen. Nous disons de la même façon qu'il faut rapprocher les décisions du terrain, et c'est là où nous rejoignons la décentralisation. Depuis le début, nous disons à M. Vaillant et au gouvernement, il faut une décentralisation générale qui s'appliquera aussi en Corse. Mais évitons un statut particulier qui va vers l'indépendance, ce que demande d'ailleurs la minorité qui a participé à les négociations, mais que refuse les Corses. Et de ce point de vue, ce qui est dit sur le thème de la langue... Est-ce que ce projet n'est pas en train un petit peu de vous gêner aussi? Parce qu'on a beaucoup dit, vous êtes parti vent debout contre le projet il n'y a pas si longtemps, hein, cet été aux universités du RPR, vous avez dit on va faire une pétition, 1 million d'exemplaires, je crois que vous en avez recueilli 60 000 aujourd'hui. Oui. Pas un grand succès quand même. Non, mais c'était significatif car je pense que cela aussi obligeait le gouvernement et d'autres à se poser un certain nombre de questions, et je pense de bonnes questions. Car ce que nous disions aujourd'hui, c'est d'avoir fait bouger le gouvernement, c'est ce que vous dites. Ça, certainement. Donc j'ai l'impression qu'il est venu sur vos positions. Le gouvernement est venu sur nos positions. Donc ça avait bon de négocier quand même, alors si j'ai bien compris. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'aujourd'hui, le gouvernement est dans une situation ambiguë et difficile. Parce que où il va rester sur des positions qui sont celles qu'il a négociées avec les nationalistes. Car ce qu'il faut bien voir, et ce qui nous a profondément choqués, c'est que le gouvernement a donné l'impression, et en fait au moment des accords de Matignon, il a lâché du lest essentiellement à une partie qui était celle des nationalistes, c'est-à-dire de gens qui refusaient de condamner les groupes qui recourent à la violence et qui ne condamnent pas l'assassinat du préfet Erignac. Et c'est ça ce qui nous gênait. Dans ce qui nous gênait, si vous voulez, pour être clair, il y avait d'abord le fait que la violence, l'arrêt de la violence, n'ait pas été un préalable à la discussion, comme M. Jospin l'avait dit au départ, et qu'il n'a pas tenu. D'ailleurs, il faut bien voir qu'il y a toujours autant de violence et autant d'attentats. Ça, c'est un petit peu le passé, mais maintenant... Non, mais aujourd'hui encore. Quelquefois, on a un petit peu de mal à s'y retrouver dans les positions même du RPR, parce qu'au matin même de la discussion du texte, on avait M. Fillon, qui est quand même le porte-parole, qui disait que le RPR signerait, voterait peut-être oui. Quelques heures plus tard, c'était M. Debray qui disait on votera non. Donc on ne sait pas trop qui donne le là chez vous. C'est vous, c'est M. Fillon, c'est M. Debray, c'est M. Et vous avez aussi des gens très importants comme M. Balladur, etc., qui se prononcent pour aussi, comme M. Sarkozy aussi. Mais je vous ai dit tout à l'heure que le problème était suffisamment complexe pour que, effectivement, on ait plusieurs façons de l'approcher. Ça donne une impression de cacophonie quelquefois chez vous. Je crois que cela prouve au contraire que nous n'avions pas d'a priori négatif. Quand nous disons non à un texte, c'est parce que ce texte ne correspond pas à ce que nous demandions, et notamment à cette large décentralisation. À partir du moment où le gouvernement nous dit « Ah ben attendez, on va avancer dans votre sens », nous disons
attendez, si le gouvernement vient sur notre terrain, sur ce que nous demandions, nous pouvons le faire. Voter ce texte. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Je vous rappelle que c'est ce qui s'est passé, puisque le gouvernement, après avoir pris une position qui collait complètement à ce que demandaient les nationalistes et aux surenchères des nationalistes, a reculé. Il a reculé à tel point qu'il a, devant la commission des lois, fait retirer l'article 1, qui était un des articles importants et qui justifiait notre... Il l'a d'abord retiré, puisque nous ne l'avons eu en lecture, le texte définitif, que mardi. Et de la même façon, il avait reculé sur la langue. Et puis, au fur et à mesure de la discussion, et c'est probablement sous des pressions diverses, le gouvernement revient sur cette position. Donc si le gouvernement redurcit, il est normal que nous prenions une attitude dans laquelle nous disons « non, écoutez, finalement le gouvernement ne nous suit pas, donc à partir de ce moment-là, nous restons sur nos positions. » C'est pas trop dur. Nous sommes restés sur nos positions, c'est le gouvernement qui a évolué, bon, ce qui est bien. C'est pas trop dur, Madame Alliot-Marie, de diriger un parti comme le RPR avec, je peux dire, des éléphants, c'est pas forcément le terme, comme M. Balladur, comme M. Sarkozy, comme M. Juppé, etc., qui donnent l'impression quelquefois de mener leur propre partition, de jouer leur propre partition, alors que par rapport à vous, qui dirige quoi? Moi, je dirais que c'est une grande chance d'avoir un parti où il y a des personnalités qui ont des analyses intéressantes, et c'est finalement... allez, je vais vous dire, à titre personnel, intellectuellement, très amusant et très intéressant, justement, que d'essayer de faire fonctionner tout cela ensemble. Vous parlez souvent avec Jacques Chirac, il sera candidat à la présidentielle, vous pensez? Parce que je vois que M. Jospin dit qu'il hésite un peu. Eh bien, écoutez, c'est Jacques Chirac qui en décidera, mais pour ma part, je le souhaite, nous le souhaitons au RPR. Et si j'ai bien compris, nous ne sommes pas les seuls à le souhaiter. Merci en tout cas beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation, Madame Alliot-Marie. Un mot sur la très belle victoire et surtout sur la très belle finale de Coupe d'Europe hier soir entre les Anglais de Liverpool et les Espagnols d'Alaves. Un match incroyable qui s'est terminé pendant les prolongations sur un but en or marqué, le comble, par un Espagnol contre son camp. Belle victoire donc pour Liverpool et surtout pour Gérard Houllier, l'entraîneur très français de cette équipe anglaise. Voilà, et puis la composition de l'équipe de France pour la Coupe des Fédérations où la France devra tenir son rôle de championne du monde le mois prochain en Corée et au Japon. Roger Lemaire a dû se passer des joueurs évoluant en Italie et en Espagne. Il a donc donné leur chance aux joueurs, aux jeunes pousses du football français. Ils sont 23 à être sélectionnés pour ce tournoi qui aura lieu le 10 juin, mais sans Zidane, Barthez, Thuram, Candela, Makelele ou bien encore Trezeguet. Un coup de théâtre dans l'affaire des faux passeports touchant Saint-Étienne. Le tribunal administratif de Lyon a décidé de suspendre la pénalité de 7 points qui frappait les Verts. Saint-Étienne pourrait donc, si cette décision est confirmée, sauver sa place en première division. Voilà pour le sport. Aussitôt après ce journal, vous avez rendez-vous avec Envoyé spécial. Ce soir, un document exceptionnel. Le travail de la brigade des mineurs de Reims, suivi jour après jour. Ces auditions souvent pénibles de victimes et d'auteurs d'actes de pédophilie, surtout quand le drame s'est produit au sein d'une même famille. Une dernière fois, l'officier de police tente de lui faire reconnaître la vérité. Ben oui, je suis pas là pour vous faire casser la tête, mais je suis là pour avoir des explications pour vos enfants. On est là, il nous reste peu de temps pour vous expliquer. Il vous reste peu de temps pour donner une réponse à ces gosses-là. Elles n'attendent que ça de vous. Papa, tu m'as écrit pour mon anniversaire, tu m'as marqué gros bisous. Papa, tu recommences à m'aimer aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ne lui cassez pas le morceau. Ne lui cassez pas le morceau, c'est leur seule chance aujourd'hui que vous vous expliquiez sur ça. C'est leur seule chance d'avoir un petit copain. C'est leur seule chance, monsieur, d'avoir des enfants plus tard. Et c'est leur seule chance à vos enfants de vivre une vie peut-être normale, avec une case qu'elles refermeront définitivement en disant « On a souffert quand on était petite, mais papa, c'est de nouveau mon papa, puisqu'il a dit « Pardon !» Il m'a dit « Pardon, papa !» Et je vis aujourd'hui. À cause de ça, je vis. Parce que devant un connard de flicard, il a eu le courage de lui dire « Oui, je me vide la tête. » Et je leur dis « Excuse-moi, ma gamine. » Voilà, ça sera ce soir dans Envoyé spécial présenté par Guylaine Chenu. C'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle les deux principaux titres. L'inquiétude autour du gouffre de Gaumois dans le Doubs. 8 spéléologues suisses sont bloqués depuis mercredi soir par une montée brutale des eaux. Voilà, tout de suite la météo, suivie du point route de Valérie Maurice. 20h50 Envoyé spécial. 1h10 l'édition de la nuit présentée par Thierry Tuillier. Demain à 7h50 dans les 4 vérités, Françoise David recevra François Léotard, député UDF du Var. À
13h, ce sera Gérard Rolls. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver ici aux alentours de 20h. Bonne soirée sur France 2.